Le 3 septembre 1792, à 3 heures de l'après-midi, une foule ivre de sang se masse devant la tour du Temple. Au bout d'une pique, ils brandissent la tête fraîchement coupée d'une femme aux cheveux blonds, soigneusement coiffée. Cette tête appartient à Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, confidente de Marie-Antoinette. Son crime ? Avoir refusé de jurer haine au roi et à la reine de France. Cette histoire vraie dépasse en horreur les plus noires tragédies. C'est l'histoire d'une femme dont la loyauté lui coûta la vie de la façon la plus atroce qui soit. Une mort qui marqua l'entrée de la Révolution française dans sa phase la plus sanguinaire et qui choqua l'Europe entière. Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan naît le 8 septembre 1749 au palais Carignan de Turin. Elle appartient à la Maison de Savoie, une des plus anciennes dynasties européennes qui règne sur la Sardaigne, la Savoie et le Piémont. Son père, Louis-Victor de Savoie, prince de Carignan, descend du roi Victor Amédée II de Sardaigne. Sa mère, Christine Henriette de Hesse-Rheinfels-Rotenbourg, vient de la haute noblesse allemande. Dans le Turin des Lumières, la jeune princesse grandit dans un environnement strict mais cultivé. Elle parle français, italien et allemand, joue du clavecin et s'intéresse aux idées philosophiques de son époque. Rien ne laisse présager qu'elle deviendra l'une des victimes les plus emblématiques de la Révolution française. La famille Savoie-Carignan entretient des liens étroits avec la France. La mère de Louis XV était une princesse de Savoie, et cette parenté facilite les projets matrimoniaux. Dès l'adolescence de Marie-Thérèse, des négociations s'ouvrent pour lui trouver un époux français de haut rang. En 1767, à 17 ans, Marie-Thérèse épouse Louis-Alexandre de Bourbon, prince de Lamballe. Ce mariage unit deux fortunes colossales. Le prince est l'arrière-petit-fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, héritier d'une branche légitimée de la famille royale. Son père, le duc de Penthièvre, possède la plus grande fortune de France. Le mariage se déroule par procuration à Turin le 17 janvier 1767, puis la cérémonie est renouvelée en présence du marié le 31 janvier à Nangis. La jeune mariée quitte définitivement l'Italie pour découvrir la France et la cour de Versailles. Elle adopte les usages français et le prénom de Marie-Thérèse. Mais le bonheur conjugal tourne court. Le prince de Lamballe révèle rapidement sa nature de libertin invétéré. Il délaisse son épouse pour courir les actrices et les filles de joie. Pire encore, il contracte la syphilis qu'il transmet à sa femme. Marie-Thérèse, défigurée par la maladie vénérienne, développe des cicatrices et des pustules qui marquent son visage à vie. Cette contamination la plonge dans une profonde mélancolie. Elle souffre de vapeur, ces évanouissements nerveux typiques des femmes de l'époque. Sa santé mentale se dégrade sous l'effet de l'humiliation et de la douleur physique. En 1768, moins d'un an après son mariage, le prince meurt des suites de ses excès sexuels. À 18 ans, Marie-Thérèse se retrouve veuve, sans enfant, marquée dans sa chair par les folies de son défunt époux. Heureusement, son beau-père, le duc de Penthièvre, l'accueille comme sa propre fille. Cet homme pieux et généreux lui offre l'affection paternelle qui lui manque depuis son départ d'Italie. Le duc de Penthièvre est un personnage singulier à la cour de Versailles. Petit-fils de Louis XIV, par son père le comte de Toulouse, il mène une existence retirée, consacrée à la charité et aux bonnes œuvres. Il possède d'immenses domaines, notamment le château de Rambouillet, où il se retire souvent pour fuir les intrigues de la cour. Sous sa protection, Marie-Thérèse mène une existence paisible. Elle réside alternativement à Rambouillet et dans l'hôtel de Penthièvre à Paris. Loin des fastes de Versailles, elle se consacre à la lecture, à la musique et aux œuvres de bienfaisance. Cette retraite volontaire dure 3 ans, jusqu'à l'arrivée en France de l'archiduchesse d'Autriche. En mai 1770, le dauphin Louis-Auguste épouse Marie-Antoinette d'Autriche. Cette union scelle l'alliance entre la France et l'Autriche, mais elle suscite aussi des méfiances dans l'opinion publique française. À Versailles, la jeune archiduchesse de 14 ans se sent isolée et incomprise. C'est dans ce contexte que Marie-Thérèse fait la connaissance de Marie-Antoinette. Les deux femmes éprouvent immédiatement une sympathie mutuelle. Marie-Antoinette, déracinée comme l'avait été Marie-Thérèse, trouve en elle une confidente qui comprend les difficultés de l'exil aristocratique. La princesse, meurtrie par son mariage malheureux, découvre dans la dauphine une compagne pleine de vie et de gaieté.
cette amitié naissante bouleverse l'existence de Marie-Thérèse. Elle quitte sa retraite de Rambouillet pour rejoindre la cour et se rapprocher de Marie-Antoinette. Les deux femmes passent des heures ensemble, se promenant dans les jardins de Versailles ou conversant dans les appartements de la Dauphine. Leur complicité ne passe pas inaperçue. La cour française, traditionnellement méfiante envers les étrangers, voit d'un mauvais œil cette amitié entre une princesse italienne et une archiduchesse autrichienne. Les premières médisances commencent à circuler sur la nature de leur relation. En 1774, Louis-Auguste devient roi sous le nom de Louis XVI et Marie-Antoinette reine de France. L'une des premières décisions de la nouvelle souveraine est de nommer Marie-Thérèse surintendante de sa maison. Cette charge, supprimée depuis des décennies, car jugée trop importante, rapporte 100 000 livres par an, une fortune considérable. Cette nomination fait scandale à Versailles. Les courtisans français s'indignent qu'une étrangère obtienne une position si élevée. Ils dénoncent le favoritisme de Marie-Antoinette et l'influence excessive de son amie italienne. Les libelles commencent à circuler, accusant la princesse d'être la Sappho de Trianon, allusion transparente à ses prétendues relations avec la reine. En tant que surintendante, Marie-Thérèse organise les plaisirs de Marie-Antoinette. Elle supervise les fêtes, les bals, les représentations théâtrales et les séjours à Trianon. Cette fonction l'associe étroitement à l'image de frivolité et de dépenses excessives qui collent à la reine. Mais Marie-Thérèse se révèle trop sérieuse pour ce rôle. Elle désapprouve secrètement les excès de Marie-Antoinette et tente parfois de la modérer. Cette gravité naturelle, héritée de son éducation piémontaise, contraste avec l'insouciance de la reine. Progressivement, Marie-Antoinette s'éloigne de son amie pour se rapprocher de personnages plus frivoles. Vers 1780, Marie-Antoinette délaisse Marie-Thérèse pour Gabrielle de Polignac, plus jeune et plus insouciante. Cette faveur nouvelle blesse profondément la princesse de Lamballe, qui se retire de la cour. Elle passe 5 années loin de Versailles, gérant ses domaines et menant une existence retirée. Pendant cette période d'éloignement, Marie-Thérèse s'intéresse aux idées nouvelles. En 1777, elle entre dans la loge maçonnique féminine La Candeur. En 1781, elle devient grande maîtresse de la Mère Loge écossaise. Cette appartenance à la franc-maçonnerie révèle une femme ouverte aux idées des Lumières, préoccupée de la condition féminine et de l'amitié entre femmes. Elle organise notamment des soirées réservées aux femmes, ce qui scandalise la cour masculine de Versailles. Ces réunions féminines, où l'on discute de philosophie et de littérature, préfigurent les salons révolutionnaires. Sans le savoir, Marie-Thérèse participe au mouvement intellectuel qui va bouleverser la France. En 1785, les Polignac tombent en disgrâce à cause de leur cupidité excessive. Marie-Antoinette, échaudée par cette expérience, revient vers sa première amie. Elle rappelle Marie-Thérèse à la cour et lui rend toute sa confiance. Cette réconciliation scelle définitivement le destin de la princesse. Quand la Révolution éclate en 1789, Marie-Thérèse se trouve aux côtés de Marie-Antoinette. Elle assiste aux premiers troubles, aux journées d'octobre qui ramènent la famille royale de Versailles à Paris. Contrairement à de nombreux courtisans qui émigrent, elle choisit de rester en France pour soutenir son amie. Aux Tuileries, le salon de la princesse devient un centre de résistance royaliste. Elle reçoit les députés que la reine espère gagner à sa cause, les journalistes fidèles à la monarchie, tous les hommes compromettants qui gravitent autour du parti royal. Sans le vouloir, elle devient aux yeux du peuple parisien l'un des cerveaux du complot aristocratique. Les pamphlets révolutionnaires se déchaînent contre elle. On l'accuse de correspondre avec l'étranger, d'organiser la contre-révolution, de corrompre les députés. Son origine italienne et ses liens avec Marie-Antoinette en font une cible idéale pour la propagande révolutionnaire. Elle incarne l'alliance honnie entre l'aristocratie française et les cours étrangères. Marie-Thérèse mesure le danger qui la menace. Elle voit grandir la haine populaire, entend les menaces qui se précisent, mais elle refuse d'abandonner Marie-Antoinette dans l'épreuve. Cette fidélité absolue, admirable moralement, s'avère politiquement suicidaire. En 1791, sentant l'étau se resserrer,
Marie-Antoinette supplie son amie de quitter la France. Elle lui fait comprendre que sa présence ne fait qu'aggraver les soupçons qui pèsent sur la famille royale. À contre-cœur, Marie-Thérèse se résout à l'exil. Elle part pour Aix-la-Chapelle, en Allemagne, où elle retrouve d'autres nobles français émigrés. Mais cette vie d'exilée ne lui convient pas. Elle s'ennuie loin de Paris, s'inquiète pour Marie-Antoinette, regrette sa décision. Ses correspondances avec la reine révèlent son déchirement entre la prudence et l'affection. En octobre 1791, la nouvelle constitution oblige la reine à réorganiser sa maison. Marie-Antoinette écrit officiellement à Marie-Thérèse pour lui demander de revenir reprendre ses fonctions ou de démissionner définitivement. Cette lettre place la princesse devant un choix cornélien: la sécurité ou la fidélité. Après des jours d'hésitation, Marie-Thérèse choisit la fidélité. Elle rédige son testament, consciente qu'elle court à la mort, et prend la route de Paris. Cette décision courageuse mais imprudente la condamne à mort. Elle le sait, mais préfère mourir fidèle que vivre dans le déshonneur. L'arrivée de Marie-Thérèse à Paris est annoncée dans les journaux du 4 novembre 1791. Cette nouvelle fait sensation dans la capitale révolutionnaire. Comment cette émigrée ose-t-elle revenir? Que vient-elle faire? Les soupçons les plus fous circulent sur ses intentions. Elle reprend ses appartements aux Tuileries et son rôle de surintendante. Mais Paris a changé. L'atmosphère s'est durcie, les menaces se précisent. Dans les clubs jacobins, on réclame déjà sa tête. Les journaux révolutionnaires dénoncent quotidiennement l'amie de l'Autrichienne. Marie-Thérèse tente de rallier des soutiens à la cause royale. Elle reçoit des députés modérés, correspond avec les nobles restés en France, essaie de convaincre certains émigrés de rentrer. Mais ses efforts restent vains. La radicalisation révolutionnaire rend impossible toute réconciliation. Pendant ces derniers mois, elle organise également l'évasion de prêtres réfractaires, cache des nobles recherchés, finance des réseaux royalistes. Ces activités clandestines, si elles honorent son courage, aggravent encore sa situation. Elle accumule les preuves contre elle sans s'en rendre compte. En avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Cette décision, voulue paradoxalement par Marie-Antoinette, qui espère une victoire des coalisés, précipite la chute de la monarchie. Les premières défaites françaises attisent la colère populaire contre les traîtres de l'intérieur. Marie-Thérèse se trouve prise dans un piège. Sa nationalité italienne, ses liens avec Marie-Antoinette, ses correspondances avec l'étranger en font une suspecte idéale. Les révolutionnaires voient en elle l'incarnation de l'intelligence avec l'ennemi. Elle devient le bouc émissaire parfait de tous les malheurs français. Le 10 août 1792, l'émeute gronde dans Paris. Les sections révolutionnaires marchent sur les Tuileries pour renverser définitivement Louis XVI. La famille royale trouve refuge à l'Assemblée législative, abandonnant le palais aux émeutiers. C'est la fin de la monarchie française. Marie-Thérèse suit ses maîtres dans leur chute. Arrêtée avec la famille royale, elle est d'abord emprisonnée au Temple avec Marie-Antoinette. Mais les révolutionnaires jugent dangereux de laisser les deux femmes ensemble. Le 19 août, elle est transférée à la prison de la Force, rue du Roi de Sicile. La prison de la Force, située dans le Marais, est l'une des plus sinistres de Paris. Construite au XVIIe siècle, elle accueille habituellement les prisonniers de droit commun. Mais depuis le 10 août, elle se remplit de suspects politiques, nobles, prêtres réfractaires, serviteurs de la monarchie. Marie-Thérèse partage sa captivité avec une population hétéroclite. Parmi les prisonniers, on trouve des femmes de la haute société, des religieuses, des prostituées arrêtées pour vagabondage. Cette promiscuité forcée révèle à la princesse les réalités du peuple français qu'elle ne connaissait pas. Sa cellule donne sur la cour de la prison. Par la fenêtre, elle entend les bruits de la rue, les cris de la foule, les roulements de tambours. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante à mesure que les nouvelles militaires s'aggravent. L'armée austro-prussienne a envahi la France et marche sur Paris. Les conditions de détention se durcissent. Les prisonniers n'ont plus le droit de correspondre, de recevoir des visites, de se promener. La nourriture se fait rare et de mauvaise qualité. Marie-Thérèse, habituée au luxe, découvre la misère carcérale. Sa santé se dégrade rapidement. Le 25 juillet 1792,
le duc de Brunswick, commandant en chef des armées austro-prussiennes, publie un manifeste qui met le feu aux poudres. Ce texte maladroit menace de livrer Paris à une exécution militaire et à une subversion totale, si la famille royale subit le moindre mal. Cette menace exaspère les Parisiens qui y voient la preuve d'un complot entre les puissances étrangères et les prisonniers politiques. Le complot des prisons devient l'obsession du moment. On imagine que les détenus vont s'évader pour livrer la capitale à l'ennemi. Marat, dans son journal « L'ami du peuple », attise la haine contre les prisonniers. Il dénonce les traîtres enfermés dans les prisons parisiennes et réclame leur extermination. Ces articles enflamment l'opinion publique et préparent psychologiquement les massacres à venir. Le 1er septembre, Marat fait placarder des affiches réclamant la justice directe par le peuple. Il appelle les citoyens à purger la nation avant de partir combattre aux frontières. Ces appels au meurtre trouvent un écho dans les sections parisiennes, où la peur de la trahison atteint son paroxysme. Le 2 septembre 1792, la nouvelle de la prise de Verdun arrive à Paris. Cette ville était considérée comme imprenable. Sa chute révèle l'ampleur de la menace étrangère. La panique s'empare de la capitale. C'est le déclencheur des massacres de septembre. Dans l'après-midi, des groupes de sans-culottes investissent les prisons parisiennes. À l'abbaye, au Carme, à la conciergerie, ils massacrent les prisonniers après des simulacres de jugement. Ces tribunaux populaires condamnent à mort tous ceux qui ne peuvent prouver leur patriotisme. À la force, les massacres commencent le 3 septembre au matin. La foule envahit la prison en réclamant la tête des traîtres. Les prisonniers politiques sont particulièrement visés. Parmi eux, Marie-Thérèse de Lamballe fait figure de victime idéale, étrangère, noble, amie de la reine. Les massacreurs ne sont pas des bandits, mais des citoyens ordinaires transformés en tueurs par la peur et la propagande. Artisans, boutiquiers, ouvriers, ils croient sincèrement défendre la patrie en éliminant ses ennemis. Cette banalité du mal rend les massacres encore plus troublants. Le matin du 3 septembre, vers 8 heures, 2 gardes nationaux pénètrent dans la cellule de Marie-Thérèse. Ils la trouvent couchée, malade, terrorisée par les bruits de la nuit. Pendant des heures, elle a entendu les cris, les hurlements, les râles des prisonniers massacrés. « Levez-vous, madame, il faut aller à l'abbaye », lui disent-ils. Cette phrase anodine dissimule un piège. L'abbaye est une autre prison où les massacres font rage. Mais Marie-Thérèse l'ignore. Elle répond naïvement « Prison pour prison, j'aime autant celle-ci ». On la presse de s'habiller. Tremblante, elle suit les gardes vers la cour de la prison où s'est installé un tribunal improvisé. Présidé par Hébert, futur créateur du culte de la raison, ce tribunal juge les prisonniers selon des critères arbitraires. L'issue est presque toujours la même, la mort. « Qui êtes-vous » demande Hébert. « Marie-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe », répond-elle avant de s'évanouir. Ce nom seul suffit à la condamner. Elle incarne tout ce que haïssent les révolutionnaires, l'aristocratie, l'étranger, l'ancien régime. On fait revenir Marie-Thérèse à elle. L'interrogatoire reprend. Les questions fusent sur ses relations avec Marie-Antoinette, ses correspondances avec l'étranger, son rôle dans les complots royalistes. Elle répond avec dignité, niant les accusations les plus graves mais sans renier ses convictions. Dans l'assistance, quelques hommes payés par le duc de Penthièvre tentent de la sauver. Ils glissent des pièces d'or au meneur, font valoir son innocence, rappellent ses œuvres de charité. Mais leurs efforts restent vains face à la haine populaire. Puis vient la question fatale qui scelle son destin. Jurer de haïr le roi et la reine, jurer d'aimer la liberté et l'égalité. Cette formule, répétée dans tous les tribunaux populaires, constitue le test ultime du patriotisme révolutionnaire. Celui qui refuse de prononcer ces mots se condamne à mort. Marie-Thérèse hésite quelques secondes. Elle pourrait mentir, sauver sa vie par un parjure, mais sa conscience s'y refuse. Elle répond d'une voix ferme « Je ne le puis. Je ne peux pas jurer de haïr le roi et la reine. » Ces mots courageux signent son arrêt de mort. « Élargissez. »« Madame » déclare Hébert.
dans la langue révolutionnaire. Élargir signifie théoriquement libérer. Mais dans ce contexte, tout le monde comprend qu'il s'agit d'une condamnation à mort déguisée. Les spectateurs rugissent d'approbation. On saisit Marie-Thérèse par les bras, on la traîne vers la sortie. Elle comprend alors ce qui l'attend. Ses jambes se dérobent, elle doit être soutenue. Devant la porte de la prison, un monceau de cadavres dégouline de sang. C'est là qu'elle va mourir. Les bourreaux la forcent à s'agenouiller devant cette horreur. D'un coup de sabre, ils la décapitent. Mais la mort de Marie-Thérèse ne suffit pas à assouvir leur rage. Ils s'acharnent sur son corps, le dépouillent de ses vêtements, le mutilent avec une sauvagerie inouïe. Pendant près de 2 heures, le cadavre nu reste exposé à la risée de la foule. Un homme s'établit auprès pour étancher le sang qui coule et montrer le corps aux curieux. Cette mise en scène macabre révèle toute la dimension spectaculaire du massacre. L'horreur atteint son paroxysme avec les mutilations qui suivent. Un nommé Grison scie la tête de Marie-Thérèse avec un couteau et la plante au bout d'une pique. Un autre, le perruquier Charlat, lui ouvre la poitrine pour arracher le cœur qu'il fixe au bout de son sabre. Mais les bourreaux ne s'arrêtent pas là. Ils commettent des profanations sexuelles que les témoins de l'époque osent à peine décrire. Louis-Sébastien Mercier rapporte qu'un des assassins coupa la partie virginale et s'en fit des moustaches. Cette mutilation révèle la dimension misogyne du crime. Ces profanations s'expliquent par les accusations de lesbianisme portées contre Marie-Thérèse et Marie-Antoinette. Les massacreurs punissent la princesse pour son amitié contre nature avec la reine. Ils transforment son corps en objet de dérision sexuelle, niant son humanité même dans la mort. Cette violence traduit aussi la peur masculine face à l'émancipation féminine. Marie-Thérèse représente la femme indépendante, cultivée, libre de ses amitiés. Les révolutionnaires, malgré leur discours égalitaire, n'acceptent pas cette autonomie féminine qu'ils perçoivent comme une menace. La procession macabre. Une fois les mutilations achevées, les massacreurs organisent une procession à travers Paris. La tête de Marie-Thérèse, soigneusement coiffée et poudrée par un perruquier terrorisé, est promenée au bout d'une pique. Son cœur sanglant accompagne ce cortège funèbre. La procession commence par un arrêt dans un débit de boissons. Les bourreaux déposent les restes de la princesse sur le comptoir et obligent le patron à leur offrir à boire. Cette scène révèle la banalité du mal. Ces hommes qui viennent de commettre l'irréparable boivent tranquillement, comme après une journée de travail. Le cortège, grossi par les curieux, traverse ensuite tout Paris. Il passe devant le Palais Royal où le duc d'Orléans, futur Philippe Égalité, assiste au spectacle depuis son balcon. Cette complaisance d'un prince du sang face au massacre d'une princesse révèle la corruption morale de l'époque. Précédé de fifres et de tambours, le cortège prend des allures de carnaval macabre. Les bourreaux chantent, dansent, plaisantent autour des restes de leurs victimes. Cette joie morbide transforme le crime en fête populaire, révélant l'inversion totale des valeurs morales. Vers 3 heures de l'après-midi, la procession arrive devant la tour du temple où la famille royale est emprisonnée. Les massacreurs brandissent la tête de Marie-Thérèse sous les fenêtres en hurlant « Vive la nation! Voilà la tête de Lamballe! Antoinette, viens voir ton ami !» Louis XVI et Marie-Antoinette, qui viennent de déjeuner, entendent d'abord une rumeur lointaine. Puis les cris se rapprochent, deviennent assourdissants. Des tambours battent, la foule rugit. Un garde municipal découvre le spectacle et referme aussitôt les fenêtres pour épargner le couple royal. Mais l'agitation s'accroît. Les massacreurs, exigeant que la reine vienne voir leur cadeau. Plusieurs officiers supplient Louis XVI de paraître à la fenêtre pour calmer la foule. Le roi refuse, pressentant l'horreur de la situation. Il exige de savoir ce qui se passe. Un jeune officier finit par avouer « Sire, c'est la tête de Madame de Lamballe qu'on veut montrer à la reine. » Ces mots glacent d'horreur Marie-Antoinette qui s'évanouit. Ses enfants, le dauphin et Madame royale, éclatent en sanglots. L'horreur vient de pénétrer dans leur prison. L'évanouissement de Marie-Antoinette dure plusieurs heures. Quand elle reprend conscience, elle semble avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux ont blanchi, son visage s'est creusé, son regard a perdu sa vivacité. La mort de son ami l'a brisée à jamais.
Elle ne se remettra jamais de ce choc. Dans ses dernières lettres, elle évoque constamment la pauvre Lamballe et se reproche de l'avoir entraînée dans sa chute. Cette culpabilité empoisonne ses derniers mois et précipite sa propre déchéance physique et morale. Dehors, la foule continue de hurler. Elle exige que la reine vienne voir la tête de son amie, qu'elle reconnaisse publiquement sa complicité avec les ennemis de la France. Mais Marie-Antoinette reste prostrée, incapable de réagir. Cette absence de réaction déçoit les massacreurs qui espéraient un spectacle plus grand. Finalement, vers le soir, la foule se lasse et se disperse. Mais le message est passé. Voilà le sort qui attend tous les ennemis du peuple. La fidélité à la monarchie se paie de sa vie, et cette mort sera atroce. La terreur vient de naître. Après avoir terrorisé la famille royale, les massacreurs reprennent leur procession. Les restes de Marie-Thérèse sont promenés jusqu'au soir à travers Paris. Sa tête est portée dans tous les quartiers royalistes pour terroriser les suspects. Vers 7 heures, épuisés par cette journée de folie, les bourreaux se rendent au comité de la section des 15-20. Là, enfin, ils consentent à enterrer leurs victimes. La tête est inhumée auprès du corps, dans une fosse commune, du cimetière des enfants trouvés. Ainsi se termine le calvaire de Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe. 12 heures d'horreur absolue qui marquent l'entrée de la Révolution française dans sa phase terroriste. Un crime qui va choquer l'Europe entière et ternir définitivement l'image de la République naissante. L'histoire ne laisse pas les crimes impunis. Les bourreaux de Marie-Thérèse connaissent tous une fin misérable. Grison, qui sied à la tête de la princesse, finit guillotiné quelques années plus tard comme chef d'une bande de voleurs. Son passage du massacre patriotique au crime de droit commun révèle sa vraie nature. Charlat, qui commit les mutilations les plus odieuses, connaît un sort encore plus atroce. Enrôlé dans l'armée révolutionnaire, il est massacré par ses propres camarades qui refusent de supporter parmi eux un homme si infâme. Même les soldats de la République ne peuvent tolérer sa présence. Cette justice tardive ne console personne, mais elle prouve que certains actes dépassent les limites de l'acceptable, même dans le chaos révolutionnaire. Les contemporains, eux-mêmes, jugent ces crimes excessifs. Marat lui-même, pourtant ardent défenseur des massacres, évite de mentionner les détails du supplice de la princesse. Cette réprobation générale transforme rapidement les bourreaux en parias. Ils deviennent les boucs émissaires de l'excès révolutionnaire, rejetés par tous les partis. Leur mort violente apparaît comme une expiation nécessaire de leurs crimes. La nouvelle du massacre de la princesse de Lamballe se propage rapidement à travers l'Europe. Les chancelleries découvrent avec horreur les détails du supplice. Comment traiter désormais avec un gouvernement qui laisse commettre de telles atrocités? Le Times de Londres titre en première page « Barbarie sans précédent à Paris ». Les journaux allemands dénoncent l'assassinat d'une princesse chrétienne par la populace française. En Italie, la famille de Savoie décrète un deuil officiel et rompt toute relation diplomatique avec la France. Cette émotion internationale a des conséquences politiques majeures. Elle renforce la coalition anti-française et justifie la guerre totale contre la République. Les souverains européens utilisent le martyre de Marie-Thérèse pour mobiliser leur peuple contre les anthropophages français. L'iconographie européenne s'empare immédiatement du thème. Dès octobre 1792, des estampes montrant la tête de la princesse brandie devant le temple circulent dans toutes les cours. Ces images façonnent l'opinion publique européenne pour des générations. Les émigrés français exploitent immédiatement le martyre de Marie-Thérèse. Ils en font le symbole de la barbarie révolutionnaire, l'incarnation de l'innocence massacrée par la populace. Cette instrumentalisation posthume transforme la princesse en sainte de la contre-révolution. Des récits hagiographiques circulent dans l'émigration. Ils présentent Marie-Thérèse comme une martyre christique, victime de sa fidélité à ses principes. Ces textes gomment les aspects politiques de son engagement pour ne retenir que sa dimension morale et religieuse. Cette légende dorée influence durablement l'historiographie. Pendant tout le XIXe siècle, les historiens royalistes reprennent ces récits sans esprit critique. Il faut attendre le XXe siècle pour que la recherche historique rétablisse la vérité sur les derniers mois de la princesse. Mais cette propagande atteint son but.
Elle discrédite définitivement la Révolution française aux yeux des élites européennes. Le nom de Marie-Thérèse de Lamballe devient synonyme de l'innocence sacrifiée sur l'autel de la démagogie révolutionnaire. Pour Marie-Antoinette, la mort de Marie-Thérèse constitue un traumatisme insurmontable. Elle perd sa dernière amie, sa confidente de toujours, sa complice dans les épreuves. Cette disparition la plonge dans une solitude morale absolue. Dans ses dernières lettres, la reine évoque constamment la pauvre Lamballe. Elle se reproche de l'avoir entraînée dans sa chute, de ne pas avoir insisté pour qu'elle reste en émigration. Cette culpabilité empoisonne ses derniers mois et précipite sa propre déchéance. Louis XVI, moins lié à la princesse, n'en est pas moins bouleversé. Il mesure l'escalade de la violence révolutionnaire et comprend que sa propre famille court les mêmes dangers. Le massacre de Marie-Thérèse lui fait perdre ses dernières illusions sur la possibilité d'une réconciliation. Le dauphin et Madame Royale, témoins malgré eux de cette horreur, gardent un traumatisme durable. Ces enfants de 8 et 14 ans découvrent brutalement la réalité de la haine populaire. Cette initiation précoce à la violence marque leur psychisme pour la vie. L'Église catholique ne reste pas insensible aux martyrs de Marie-Thérèse. Dès la Restauration, des voix s'élèvent pour réclamer sa béatification. Sa mort pour la foi, son refus de renier ses convictions religieuses en font une candidate idéale à la sainteté. En 1934, elle est déclarée vénérable par le pape Pie XI. Cette reconnaissance officielle constitue la première étape vers une éventuelle béatification. L'Église salue en elle la fidélité chrétienne face aux persécutions révolutionnaires. Cette dévotion posthume révèle la dimension religieuse du conflit révolutionnaire. Pour les catholiques, Marie-Thérèse incarne la résistance de la foi face à l'athéisme militant. Son sacrifice prend une dimension mystique qui dépasse les enjeux politiques. Aujourd'hui encore, des pèlerins viennent prier sur sa tombe au cimetière des Enfants Trouvés. Cette dévotion populaire témoigne de la persistance de sa mémoire dans la conscience catholique française. L'historiographie moderne s'interroge sur la réalité de certains détails du massacre. Les témoignages de l'époque, souvent contradictoires, mélangent faits avérés et rumeurs invérifiables. Cette confusion révèle que la mort de Marie-Thérèse a donné lieu à une construction mémorielle qui en dit plus sur les obsessions de l'époque que sur la réalité des faits. Les procès-verbaux officiels de la section des 15-20, par exemple, ne mentionnent ni déshabillage ni mutilation sexuelle. Ces documents administratifs, rédigés par des témoins directs, contredisent les récits les plus horrifiants. Faut-il y voir une volonté de minimiser les crimes ou une exagération postérieure? Cette question divise les historiens. Certains privilégient les témoignages contemporains, même suspects de partialité. D'autres s'en tiennent aux sources officielles, pourtant lacunaires. Cette querelle historiographique révèle la difficulté à établir la vérité sur des événements aussi chargés émotionnellement. Mais au-delà de ces débats, l'essentiel demeure. Marie-Thérèse de Lamballe est morte pour ses convictions, victime de la violence révolutionnaire. Que les détails de son supplice soient ou non exacts, son sacrifice reste un témoignage bouleversant de fidélité et de courage. L'histoire de Marie-Thérèse éclaire d'un jour nouveau la condition féminine sous l'Ancien Régime et la Révolution. Cette femme cultivée, indépendante, libre de ses choix amoureux, représente une forme d'émancipation avant la lettre. Son appartenance à la franc-maçonnerie, ses salons féminins, ses liens avec les idées des Lumières révèlent une personnalité complexe. Elle n'est pas seulement la confidente de Marie-Antoinette, mais une femme engagée dans les débats de son temps. Cette modernité dérange les révolutionnaires, pourtant théoriquement favorables à l'égalité des sexes. Les accusations de lesbianisme portées contre elles révèlent leur malaise face à l'autonomie féminine. Ils ne supportent pas qu'une femme échappe au contrôle masculin. Aujourd'hui, certains militants LGBT voient en Marie-Thérèse une victime de l'homophobie révolutionnaire. Cette lecture anachronique force le trait, mais elle révèle la persistance des discriminations sexuelles à travers les siècles. 2 siècles après sa mort, Marie-Thérèse de Lamballe continue d'inspirer artistes et écrivains. Son histoire fascine par son mélange de grandeur et d'horreur, de noblesse et de barbarie. Elle incarne le destin tragique de l'aristocratie française. Stefan Zweig
lui consacre des pages bouleversantes dans Marie-Antoinette. Il voit en elle l'amitié absolue, celle qui ne recule devant aucun sacrifice. Cette vision romantique influence durablement l'image de la princesse dans l'opinion publique. Le cinéma s'empare également du personnage. Plusieurs films évoquent son destin, avec plus ou moins de fidélité historique. Ces œuvres contribuent à perpétuer sa mémoire auprès du grand public, même si elles privilégient souvent le spectaculaire à l'exactitude. Cette postérité artistique témoigne de la puissance émotionnelle de son histoire. Au-delà des débats historiographiques, elle reste un récit universel sur l'amitié, la fidélité et le sacrifice. Ces valeurs intemporelles expliquent sa persistance dans la mémoire collective. L'histoire de Marie-Thérèse de Lamballe offre de nombreuses leçons pour notre époque. Elle révèle d'abord la fragilité de la civilisation face aux passions populaires. En quelques jours, une société raffinée peut basculer dans la barbarie la plus absolue. Cette leçon reste d'actualité dans notre monde fracturé. Les génocides du XXe siècle, les nettoyages ethniques contemporains montrent que la violence de masse n'appartient pas au passé. La princesse de Lamballe nous rappelle que l'humanité porte en elle les germes de sa propre destruction. Son histoire éclaire aussi le rôle des médias dans la montée de la violence. Les pamphlets révolutionnaires, les journaux haineux préparent psychologiquement les massacres. Cette manipulation de l'opinion publique préfigure les techniques modernes de propagande. Enfin, elle illustre la beauté morale de la fidélité. Dans un monde où tout se monnaie, où les convictions s'achètent et se vendent, l'exemple de Marie-Thérèse brille d'un éclat particulier. Elle préfère mourir plutôt que de trahir son ami. Aujourd'hui, le nom de Marie-Thérèse de Lamballe résonne encore dans l'actualité. Son sacrifice pour la fidélité parle à notre époque désabusée. Elle incarne des valeurs que notre société matérialiste a tendance à oublier. Dans un monde où l'individualisme triomphe, où les relations humaines se fragilisent, son exemple de dévouement absolu interroge. Serions-nous capables, comme elle, de sacrifier notre vie pour nos convictions? Cette question dérangeante révèle nos propres faiblesses. Son histoire résonne aussi avec l'actualité des violences faites aux femmes. Marie-Thérèse meurt, en partie parce qu'elle est femme, parce qu'elle incarne une forme d'émancipation féminine qui dérange. Cette dimension genrée de sa mort éclaire les violences contemporaines. Enfin, elle nous rappelle que la démocratie reste fragile. Les massacres de septembre 1792 se déroulent dans un contexte démocratique, avec des élections libres et une presse libre. Cette dérive autoritaire montre que la liberté n'est jamais définitivement acquise. Aujourd'hui, la mémoire de Marie-Thérèse de Lamballe s'apaise peu à peu. Les passions politiques qui entouraient son souvenir s'estompent. Elle n'est plus l'étendard de la contre-révolution, mais une figure historique étudiée avec sérénité. Cette évolution permet une approche plus objective de son destin. Ni sainte ni conspiratrice, elle apparaît comme une femme de son temps, avec ses qualités et ses défauts. Cette humanisation la rend plus proche de nous, plus émouvante aussi. Son histoire n'appartient plus seulement à l'histoire de France, mais à l'histoire universelle. Elle rejoint la cohorte des victimes innocentes de tous les totalitarismes. Son sacrifice transcende les clivages nationaux et politiques. Cette universalisation de son message garantit la pérennité de sa mémoire. Tant qu'il y aura des hommes pour croire en la dignité humaine, le nom de Marie-Thérèse de Lamballe ne sera pas oublié. Elle reste un phare dans les ténèbres de l'histoire. Conclusion. Une princesse éternelle. Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, est morte il y a plus de 2 siècles. Mais son histoire continue de nous parler, de nous émouvoir, de nous interroger. Elle incarne des valeurs éternelles qui transcendent les époques et les régimes. Sa fidélité à Marie-Antoinette, son refus de sauver sa vie par un mensonge, son courage face à la mort, en font un modèle d'humanité. Dans un monde où les compromissions se banalisent, où les convictions se monnaient, son exemple brille d'un éclat particulier. Elle nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas aux honneurs reçus, mais aux sacrifices consentis. Cette femme qui n'a jamais régné, qui n'a jamais commandé d'armée, qui n'a jamais prononcé de discours historiques, reste plus présente dans nos mémoires que bien des souverains. Son histoire nous enseigne aussi que la beauté peut naître de l'horreur.
que la lumière peut jaillir des ténèbres, sa mort atroce se transforme en message d'espoir pour l'humanité. Elle prouve que même dans les moments les plus sombres, quelques âmes courageuses maintiennent vivante la flamme de l'idéal. La princesse de Lamballe nous tend un miroir où se reflète notre propre humanité. À nous de choisir ce que nous voulons y voir. La grandeur ou la bassesse, l'amour ou la haine, la fidélité ou la trahison. Son sacrifice nous oblige à nous interroger sur nos propres valeurs. Aujourd'hui, rue du Roi de Sicile, là où s'élevait la prison de la Force, la vie a repris ses droits. Des immeubles modernes ont remplacé les sinistres bâtiments. Mais la mémoire demeure, invisible et présente, rappelant à chaque passant qu'ici s'est joué un des drames les plus émouvants de l'histoire humaine. Marie-Thérèse de Lamballe repose dans l'anonymat d'une fosse commune. Mais son âme survit, immortelle, dans le cœur de tous ceux qui croient encore en la beauté de l'amitié et en la grandeur du sacrifice. Elle nous accompagnera tant qu'il y aura des hommes pour rêver d'un monde plus humain et plus fraternel. Sa tête brandie jadis comme un trophée de la haine est devenue un symbole d'amour et de réconciliation. Son sang, versé dans la violence, a fécondé les germes de la paix. La princesse massacrée triomphe finalement de ses bourreaux par la seule force de son exemple. Tel est le paradoxe de l'histoire. Ceux qui croient triompher par la violence finissent dans l'oubli, tandis que leurs victimes accèdent à l'immortalité. Marie-Thérèse de Lamballe l'a bien mérité. Elle restera éternellement la princesse, dont la fidélité illumina les ténèbres révolutionnaires et dont le sacrifice continue d'inspirer l'humanité.